En 3 mois à peine, un pont surgit là où l'échec semblait certain. Des pneus usagés remplacent l'acier et le béton, réduisant les coûts, accélérant le chantier et défiant les modèles classiques d'infrastructures en Afrique de l'Ouest. Pourquoi cette décision change-t-elle concrètement la vie des habitants et que révèle-t-elle du leadership d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Un pari local, aux conséquences durables. Cette histoire promet plus qu'un récit d'ingénierie inhabituelle. Elle propose une méthode éprouvée sous contrainte pour construire vite, moins cher et avec des ressources locales, là où l'attente d'un financement extérieur bloque souvent l'action. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre comment une décision opérationnelle peut produire des effets économiques, sociaux et symboliques mesurables en peu de temps. Le bénéfice est immédiat. Voir comment l'ingéniosité locale devient levier de souveraineté concrète. Mais le risque est réel. Miser sur des matériaux non conventionnels expose à la critique technique, à l'incertitude sur la durabilité et à la pression d'un résultat public rapide. En arrière-plan se joue aussi une question de crédibilité. Un succès renforce la confiance collective. Un échec fragilise la mobilisation future. Ce qui suit ne cherche donc ni l'éloge automatique, ni la provocation facile. Il s'agit d'examiner, étape par étape, ce qui a fonctionné, ce qui a été contesté et ce que cette expérience révèle d'un modèle reproductible, ou non, dans des contextes comparables. Le chiffre surprend d'emblée. Le coût du pont a été inférieur d'environ 70% à celui d'un ouvrage classique financé par des bailleurs internationaux. Dans le même temps, plus de 3000 emplois locaux ont été mobilisés en quelques semaines sans apport financier extérieur. Cette combinaison inhabituelle explique pourquoi le projet a immédiatement attiré l'attention autour d'Ibrahim Traoré et de sa méthode. Le contexte est pourtant contraignant. Dans de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, la saison des pluies rend les routes impraticables pendant plusieurs mois. Les villages se retrouvent isolés, les récoltes n'atteignent pas les marchés régionaux et les traversées improvisées augmentent fortement les risques d'accidents. Avant le chantier, les habitants dépendaient de pirogues instables ou de passages à pied, exposant surtout les enfants et les personnes âgées. L'infrastructure manquante n'était donc pas un confort, mais un verrou structurel au développement local. Face à cette urgence, l'absence de matériaux lourds et de financements internationaux aurait pu geler toute initiative. Le choix opéré sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré a été inverse. Transformer une contrainte logistique en opportunité opérationnelle. Les pneus usagés, abondants et inutilisés ont été identifiés comme ressources principales. Leur transformation en modules porteurs a permis de contourner les délais d'importation, de réduire les coûts et d'activer rapidement une main-d'œuvre locale. Cette approche n'est pas seulement technique, elle repose sur une mobilisation sociale immédiate. Artisans, soudeurs et ingénieurs locaux ont été formés directement sur le chantier, créant un savoir-faire inédit au niveau national. Chaque étape du projet a renforcé l'adhésion collective. Collecte des pneus, fabrication des modules, assemblage, puis test de résistance. La population initialement sceptique a progressivement constaté des résultats de tangibles. C'est ici que la question centrale émerge. S'agit-il d'une réussite ponctuelle dictée par l'urgence ou du premier indice d'un modèle d'infrastructure fondé sur l'autonomie, capable de dépasser ce seul chantier? Au cœur du chantier, un acteur discret a joué le rôle de boussole opérationnelle. L'ingénieur en chef désigné pour coordonner le projet a traduit une vision politique en procédures concrètes, compréhensibles et reproductibles. Son travail n'a pas consisté à imposer des plans figés, mais à adapter en permanence les modules, les assemblages et les tests aux réalités du terrain. Chaque pneu découpé, chaque soudure validée devenait un acte d'apprentissage collectif. Deux situations illustrent ces effets précoces. Dans un village auparavant isolé durant la saison des pluies, la première traversée réussie a permis l'acheminement d'une récolte de coton vers le marché régional sans perte ni retard. Ce passage, banal en apparence, a immédiatement changé le calendrier économique local. Les producteurs ont cessé de stocker par crainte des crues et ont repris des échanges réguliers. La valeur créée n'était pas théorique, elle était mesurable dès les premières semaines. Un autre exemple concerne la formation. Une jeune soudeuse locale, recrutée sans expérience préalable sur ce type d'ouvrage, a été intégrée à l'équipe après quelques jours d'apprentissage intensif.
En participant à l'assemblage des modules porteurs, elle a acquis des compétences techniques transférables à d'autres chantiers. Son emploi n'a pas seulement amélioré son revenu, il a renforcé la capacité productive de la communauté. Ces impacts initiaux ont déclenché un effet d'entraînement. Les habitants, d'abord observateurs prudents, se sont impliqués activement dans la collecte des pneus et la logistique du chantier. La décision soutenue par Ibrahim Traoré a ainsi produit un changement rapide de posture, d'une attente passive à une participation directe. Ce que cela change, c'est qu'un projet local peut restructurer confiance, compétences et usages quotidiens. Au départ, tout bascule sur une décision simple mais risquée. Face à l'urgence d'une infrastructure vitale, l'option classique aurait été d'attendre un financement extérieur et des matériaux importés. Le choix opéré sous l'autorité d'Ibrahim Traoré a rompu cette inertie. L'initiative est annoncée publiquement, accompagnée d'un appel national à la collecte de pneus usagés. En quelques jours, des milliers de pneus affluent depuis différentes régions, transformant un déchet dispersé en ressources stratégiques centralisées. L'activation est immédiate. Les équipes techniques locales établissent un plan opérationnel précis. Découpe des pneus, assemblage en modules porteurs, renforcement par des structures métalliques simples et test progressif de résistance. Le chantier ne commence pas par la pose finale, mais par la formation. Les artisans et soudeurs sont regroupés, encadrés et formés directement sur site. Chaque geste est standardisé pour garantir la sécurité malgré l'usage de matériaux non conventionnels. Cette phase crée un rythme soutenu, où l'apprentissage et la production avancent simultanément. Le projet atteint rapidement son premier pic. Les modules principaux sont assemblés sur le site du pont sous la supervision constante des ingénieurs locaux. Les inspections initiales montrent que la structure supporte déjà des charges supérieures aux prévisions prudentes. Ce résultat surprend les sceptiques et renforce la confiance des équipes. Les premiers camions de ravitaillement traversent sans incident, marquant un tournant symbolique. Ce moment n'est pas seulement technique. Il valide publiquement une méthode fondée sur l'autonomie et la mobilisation collective. À mesure que le chantier progresse, l'effet d'entraînement s'amplifie. De nouveaux bénévoles rejoignent les équipes, motivés par des résultats visibles et rapides. Dans les autorités locales facilitent la logistique, tandis que les commerçants anticipent déjà des flux plus réguliers vers les marchés régionaux. L'implication directe d'Ibrahim Traoré dans le suivi du projet agit comme un catalyseur politique, donnant un signal clair de priorité et de confiance accordée aux compétences locales. Vient ensuite la phase des tests extrêmes. Le pont est exposé à des pluies abondantes, à des vents forts et à des variations de température importantes. Chaque épisode climatique devient une épreuve grandeur nature. La structure reste stable, confirmant que les pneus recyclés, correctement assemblés, peuvent répondre aux contraintes locales. Les habitants commencent alors à utiliser le pont quotidiennement, intégrant progressivement l'ouvrage dans leurs routines économiques et sociales. La dernière étape correspond à la consolidation et à la reconnaissance publique. Des renforts complémentaires sont ajoutés, les accès sont sécurisés et une cérémonie symbolique est organisée pour marquer l'achèvement du chantier. Journalistes et observateurs extérieurs se déplacent, attirés par la rapidité d'exécution et l'originalité du modèle. Le récit du projet se structure alors clairement. Collecte, formation, assemblage, test, usage réel. Une séquence logique où chaque étape prépare la suivante. Cette chaîne d'événements montre que le succès ne repose pas sur un moment isolé, mais sur l'enchaînement discipliné de décisions opérationnelles. L'initiative portée par Ibrahim Traoré n'a pas seulement produit un pont fonctionnel, elle a démontré qu'un projet peut passer de l'idée à l'impact concret en un temps court, à condition d'aligner urgence, méthode et mobilisation collective. Avant le chantier, le diagnostic était clair. Infrastructure coûteuse, délais longs, dépendance extérieure élevée. Après la mise en œuvre, les écarts mesurés dessinent un changement net. Le premier indicateur concerne le coût. Le pont a été construit avec une réduction d'environ 70% par rapport à un ouvrage classique financé par des bailleurs internationaux. Cela s'explique simplement,
Moins d'importations, matériaux locaux, main-d'œuvre formée sur place réduisent fortement la facture. Cette baisse n'est pas marginale. Elle libère des marges budgétaires immédiates et réduit l'exposition au calendrier de financement externe. Le deuxième indicateur porte sur l'emploi. Environ 3000 emplois directs ont été mobilisés pendant la phase de construction, dont près de 60% issus des villages voisins. Cela s'explique simplement, emploi, locaux rapides, renforce revenus, compétences techniques et circulation économique régionale. La différence avec des chantiers conventionnels est notable. Ici, la majorité des revenus restent dans l'économie locale, alimente la consommation et consolide un socle de compétences transférables à d'autres projets. La formation intégrée au chantier transforme un pic d'emploi temporaire en capital humain durable. Le troisième indicateur concerne la sécurité publique. Dans les zones desservies par le pont, le taux d'accidents liés aux inondations a diminué d'environ 30%. Cela s'explique simplement. Passage sécurisé remplace traversée improvisée, réduisant risques humains récurrents. Ce delta n'est pas abstrait et il se traduit par moins de pertes humaines, un accès continu aux écoles et aux services de santé et une réduction des interruptions économiques pendant la saison des pluies. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une trajectoire cohérente. La baisse des coûts améliore la capacité d'investissement public. La création d'emplois locaux renforce l'acceptabilité sociale et la compétence technique. La réduction des accidents améliore le bien-être et la continuité des activités. Ce triptyque explique pourquoi l'initiative n'est pas perçue comme un simple coût médiatique, mais comme une intervention à rendement multiple. L'interprétation des données reste toutefois essentielle. Une réduction de coûts n'a de sens que si la durabilité est assurée. C'est pourquoi les tests de charge et l'observation en conditions climatiques réelles ont été intégrés au processus. Les résultats initiaux indiquent une résistance supérieure aux hypothèses prudentes, sans pour autant clore le débat sur le long terme. De même, les emplois créés sont majoritairement temporaires, mais leur valeur réside dans la transmission de savoir-faire. Les artisans formés constituant désormais un vivier mobilisable pour d'autres infrastructures locales, ces chiffres éclairent aussi la logique politique du projet. En mettant en avant des résultats mesurables, l'équipe d'Ibrahim Traoré répond aux critiques sur l'improvisation supposée. Les données servent ici de langage commun entre décideurs, techniciens et citoyens. Elles permettent de discuter de reproductibilité, d'entretien et d'échelle sans se limiter à des arguments symboliques. La lecture Baseline Delta révèle enfin un point clé. Le projet n'a pas cherché l'optimisation marginale d'un modèle existant, il a déplacé le cadre de référence. Avant, l'absence de financement extérieur équivalait à l'inaction. Après, la contrainte devient un paramètre de conception. Les preuves quantitatives ne promettent pas une solution universelle, mais elles établissent un seuil de crédibilité. À partir de ce seuil, la question n'est plus est-ce possible, mais dans quelles conditions cela peut-il être reproduit? Les réserves formulées contre le projet méritent d'être prises au sérieux. La première concerne la durabilité. Des spécialistes des infrastructures traditionnelles estiment que l'usage de pneus recyclés expose l'ouvrage à une dégradation accélérée sous l'effet des charges répétées, des variations thermiques et de l'humidité prolongée. Selon eux, une performance satisfaisante à court terme ne garantit pas une tenue structurelle sur plusieurs années, surtout sans normes industrielles éprouvées pour ce type de matériaux. Une deuxième critique vise la reproductibilité. Le succès observé dépendrait fortement d'un contexte spécifique. Disponibilité locale de pneus, mobilisation citoyenne exceptionnelle et encadrement technique compétent. Transposer ce modèle dans des régions moins organisées ou moins dotées en savoir-faire pourrait conduire à des résultats inégaux, voire à des échecs coûteux. Dans cette lecture, le projet fonctionnerait comme une exception inspirante, mais difficilement scalable. Un troisième argument, d'ordre économique, souligne le caractère temporaire des emplois créés. Les opposants reconnaissent l'impact immédiat sur les revenus locaux, mais doutent d'un effet durable sur la sécurité alimentaire ou la stabilité économique. Sans nouveaux chantiers similaires, les compétences acquises risqueraient de rester sous-utilisées, limitant l'effet transformateur à une fenêtre courte.
Ces objections reposent sur des préoccupations légitimes. Elles rappellent que l'innovation ne peut être évaluée uniquement sur l'enthousiasme initial ou la visibilité médiatique. Toutefois, les réponses apportées s'appuient sur des éléments concrets. Les tests de charge et l'observation en conditions climatiques réelles indiquent une résistance supérieure aux hypothèses prudentes, même si un suivi à long terme reste nécessaire. Sur la reproductibilité, la standardisation progressive des modules et des procédures vise précisément à réduire la dépendance à des conditions exceptionnelles. Concernant l'emploi, l'argument central n'est pas la permanence immédiate des postes, mais la constitution d'un capital de compétences. Les artisans formés peuvent intervenir sur d'autres projets locaux, réduisant à terme les coûts et les délais de nouvelles infrastructures. Cette logique transforme un chantier ponctuel en plateforme d'apprentissage. Le débat équilibré conduit donc à une conclusion nuancée. Les critiques identifient des limites réelles, mais elles n'invalident pas l'approche. Elles déplacent la discussion vers des questions de maintenance, de normes et de diffusion du savoir-faire. Le projet n'élimine pas les risques, il les rend visibles et discutables sur la base de faits observables. Avec le recul, on comprend que le pont dépasse sa fonction. Ce constat s'impose après les premières analyses post-construction. Les tests réalisés en conditions réelles montrent que les modules en pneus recyclés supportent des charges supérieures aux estimations initiales, sans déformation critique. Cette performance inattendue ne transforme pas seulement l'évaluation technique du projet, elle modifie la perception collective de ce qui est considéré comme acceptable, fiable et légitime en matière d'infrastructure locale. Jusqu'ici, l'initiative pouvait être lue comme une réponse pragmatique à une urgence. À ce stade, elle devient autre chose, une démonstration de capacité. Les habitants comprennent que des matériaux disponibles, combinés à des compétences locales, peuvent produire des ouvrages sûrs et fonctionnels. Cette prise de conscience change le rapport au risque et à l'attente. L'infrastructure n'est plus perçue comme un don extérieur rare, mais comme un résultat accessible par l'organisation et l'apprentissage. Dans ce basculement, le rôle d'Ibrahim Traoré est central. En valorisant publiquement les résultats techniques et sociaux, il transforme une réussite opérationnelle en signal politique. Le message est implicite, mais clair. L'autonomie n'est pas un slogan, elle se mesure. Les commerçants anticipent déjà une continuité des échanges. Les artisans formés envisagent d'adapter la méthode à d'autres besoins locaux. Même les observateurs sceptiques déplacent leurs questions, passant du doute de principe à l'examen des conditions de généralisation. La révélation médiane n'est donc pas le pont lui-même, c'est la redéfinition du possible, à partir d'un cas concret. Pour l'État, les effets se lisent d'abord en termes de capacité d'action. La réduction d'environ 70% du coût de construction a permis de démontrer qu'un projet d'infrastructure pouvait être mené rapidement sans dépendre de financements extérieurs lourds. Cette économie libère des marges budgétaires et renforce la crédibilité de la planification publique. Elle offre aussi un précédent. Il devient possible d'envisager d'autres ouvrages locaux en s'appuyant sur des ressources internes tout en conservant des critères de sécurité mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette réussite fournit à l'administration un argument concret pour défendre des approches alternatives, fondées sur l'efficacité opérationnelle plutôt que sur l'attente de soutiens internationaux. Pour les entreprises et les acteurs économiques locaux, l'impact est immédiat et cumulatif. Les commerçants bénéficient d'une continuité d'accès aux marchés régionaux, même pendant la saison des pluies. Les trajets sont plus courts, plus sûrs et plus prévisibles. Plusieurs témoignages font état d'une augmentation moyenne d'environ 25% des ventes liées à la réduction des ruptures logistiques. Les transporteurs optimisent leurs itinéraires, limitent les pertes et réduisent les coûts indirects liés aux détours ou au retard. Cette amélioration de la connectivité crée un cercle vertueux où la fiabilité de l'infrastructure soutient la croissance des échanges. Pour les habitants des villages desservis, les conséquences touchent directement la vie quotidienne. La diminution d'environ 30% des accidents liés aux inondations transforme la perception du risque. Les enfants peuvent se rendre à l'école sans interruption prolongée. Les familles accèdent plus facilement aux services de santé, même lors des périodes climatiques critiques. Au-delà de la sécurité physique, un changement psychologique s'opère.
La participation active à la collecte des pneus et au chantier renforce le sentiment d'appropriation. Le pont n'est pas perçu comme un ouvrage imposé, mais comme le résultat d'un effort collectif visible et utile. Pour la région et les observateurs extérieurs, l'effet est plus diffus mais stratégique. Le projet envoie un signal fort aux territoires confrontés à des contraintes similaires. Il montre qu'une innovation contextuelle peut produire des résultats mesurables sans attendre des solutions standardisées importées. Des délégations et experts s'y intéressent, non pour copier mécaniquement le modèle, mais pour en extraire des principes adaptables. Mobilisation communautaire, formation intégrée, usage intelligent de ressources disponibles. Dans le contexte sahélien, cette démonstration alimente un débat plus large sur l'autonomie et la résilience des infrastructures. Ces 4 niveaux d'impact ne fonctionnent pas isolément, ils se renforcent mutuellement. L'État gagne en crédibilité, ce qui rassure les acteurs économiques. Les entreprises prospèrent, ce qui améliore les revenus des habitants. La réussite locale nourrit une perception régionale plus positive qui, à son tour, légitime la poursuite d'approches innovantes. Le pont agit ainsi comme un multiplicateur, bien au-delà de sa fonction initiale. En rendant visibles ces effets croisés, l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré dépasse le cadre d'un projet technique. Elle devient un cas d'école sur la manière dont une infrastructure ciblée peut produire des retombées sociales, économiques et politiques simultanées, à condition d'être pensée comme un levier collectif plutôt que comme un simple ouvrage. Dans l'hypothèse la plus probable, le pont continue de fonctionner selon les paramètres observés après sa mise en service. L'entretien courant est assuré par les équipes locales formées pendant le chantier, avec des ajustements progressifs fondés sur l'usage réel et les conditions climatiques. Les flux commerciaux restent stables tout au long de l'année, limitant les ruptures saisonnières. Les artisans mobilisés diffusent leur savoir-faire vers des projets de petite et moyenne taille, sans généralisation rapide. Dans ce cadre, l'initiative consolide ses acquis et sert de référence pragmatique pour des décisions publiques ciblées sans bouleverser l'écosystème existant. Si tout se déroule au mieux, les résultats techniques se confirment dans la durée et l'approche gagne en crédibilité institutionnelle. D'autres régions adaptent le modèle en fonction de leurs ressources disponibles, intégrant des matériaux alternatifs et des formations similaires. La baisse des coûts de construction se traduit par une multiplication de projets locaux, accélérant l'accès au marché et aux services essentiels. La visibilité internationale augmente, non comme vitrine symbolique, mais comme preuve d'une capacité opérationnelle renouvelée. Dans cette hypothèse, l'impulsion associée à Ibrahim Traoré favorise une dynamique d'apprentissage collectif où chaque projet améliore le suivant par accumulation d'expérience. Si des difficultés apparaissent, des contraintes imprévues apparaissent. Une dégradation plus rapide que prévue exige des réparations coûteuses ou fréquentes. La charge d'entretien dépasse les capacités locales, entraînant des interruptions temporaires d'usage. La confiance des habitants s'érode et les autorités deviennent plus prudentes face à des solutions non conventionnelles. Les compétences acquises restent sous-exploitées faute de nouveaux chantiers, limitant l'effet de diffusion. Dans ce cas, le projet conserve une valeur démonstrative, mais perd une partie de son potentiel transformateur. Ces trajectoires ne sont pas exclusives. Elles dépendent de décisions intermédiaires, souvent moins visibles que le chantier initial. Qualité du suivi technique, clarté des responsabilités, transmission des compétences et capacité à documenter les résultats. La variable clé n'est pas seulement le matériau utilisé, mais l'organisation qui l'entoure. Une recommandation s'impose pour le spectateur. Observer ces scénarios invite à dépasser l'opposition binaire entre succès et échec. La question pertinente devient conditionnelle. Si l'entretien est structuré et si la formation se poursuit, alors l'autonomie progresse. Sinon, l'innovation se fige. Cette grille de lecture permet d'évaluer d'autres projets avec la même exigence, sans idéalisation ni rejet systématique. Pour un premier groupe, celui des habitants vivant à proximité d'infrastructures fragiles, l'impact est immédiatement lisible. Le pont montre que des solutions concrètes peuvent émerger sans attendre des projets lourds et lointains. Il rappelle que la sécurité, l'accès à l'école ou aux soins ne dépendent pas uniquement de budgets élevés, mais aussi de choix d'organisation et de priorités locales.
Cette perspective redonne une forme de pouvoir d'action à des communautés souvent cantonnées au rôle d'attente. Pour un deuxième groupe, composé d'artisans, de techniciens et de jeunes en formation, l'expérience agit comme un signal professionnel. Le chantier prouve que l'apprentissage par la pratique peut créer rapidement des compétences valorisables. Les savoir-faire acquis ne se limitent pas à un pont précis. Ils concernent la résolution de problèmes, le travail en équipe et l'adaptation à des contraintes réelles. Pour ces profils, le projet ouvre la possibilité de carrières locales plus stables, fondées sur l'expertise plutôt que sur l'exode. Un troisième groupe concerne les décideurs, entrepreneurs et observateurs attentifs aux politiques publiques. Le cas étudié fournit une grille de lecture différente. Il invite à questionner la dépendance systématique à des modèles importés et à évaluer sérieusement les alternatives contextuelles. La leçon n'est pas de copier une solution, mais d'analyser le processus, mobilisation, formation, test, ajustement. Cette logique peut s'appliquer à d'autres secteurs bien au-delà des infrastructures. À l'échelle individuelle, quelques leviers simples émergent: soutenir des initiatives locales, valoriser la formation technique et documenter les résultats réels plutôt que les intentions. Chacun peut aussi adopter une posture plus critique et constructive face aux projets publics en demandant comment ils sont pensés, mesurés et entretenus. Ainsi, le pont agit comme un miroir. Il reflète non seulement une réussite locale, mais aussi une question plus large adressée aux spectateurs. Quelle part de transformation dépend réellement des ressources disponibles et quelle part dépend des choix collectifs faits au bon moment? Pour transformer une réussite ponctuelle en dynamique durable, une séquence d'actions structurées s'impose. Pour commencer, il faut consolider les compétences locales. Il s'agit d'organiser des formations continues pour les artisans et techniciens déjà mobilisés, en formalisant les méthodes apprises sur le chantier. Des ateliers pratiques et un système de mentorat permettent de stabiliser la qualité et de réduire la dépendance à quelques experts clés. Ensuite, il faut encadrer techniquement l'innovation. La mise en place de normes adaptées à l'usage de matériaux recyclés sécurise les futurs projets. Ces référentiels, construits à partir des tests réalisés, clarifient les seuils de charge, les procédures d'entretien et les critères de sécurité. Ils facilitent aussi le dialogue entre ingénieurs, autorités locales et citoyens. Puis, il faut organiser la maintenance. Un ouvrage alternatif exige un suivi explicite, définir qui inspecte, à quelle fréquence et selon quels indicateurs évite que la durabilité ne repose sur des hypothèses implicites. Cette responsabilité partagée renforce la confiance et limite les dégradations imprévues. Après cela, il faut coordonner les acteurs. Collectivités, organisations locales et partenaires techniques doivent être alignés autour d'objectifs mesurables. La mutualisation des ressources simplifie la réplication et accélère la diffusion des bonnes pratiques. Dans ce cadre, le rôle d'impulsion politique reste déterminant. En soutenant cette structuration, Ibrahim Traoré transforme une expérimentation réussie en politique publique potentielle. Enfin, il faut mesurer et ajuster. Suivre régulièrement les indicateurs économiques, sociaux et sécuritaires permet d'ajuster les méthodes. La feuille de route n'est pas figée, elle évolue avec l'usage réel et les retours du terrain. Cette progression clarifie un point essentiel. L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit par une succession d'actions coordonnées, évaluées et corrigées dans le temps. Le retour à l'image du chantier éclaire la portée du projet. Le guide technique évoqué plus tôt, entouré d'artisans désormais autonomes, n'est plus seulement un coordinateur. Il devient le symbole d'une transmission réussie où le savoir circule au lieu de se concentrer. Chaque pneu transformé rappelle ce moment initial où un matériau ordinaire a changé de statut, passant du rebut à la ressource. Cette métamorphose matérielle reflète une transformation plus profonde, celle de la confiance collective. Les villages qui ont participé ne parlent plus seulement d'un pont, ils évoquent une expérience partagée, une preuve visible que l'organisation et l'apprentissage peuvent produire des résultats tangibles. Les gestes acquis sur le chantier se répliquent ailleurs, parfois à petite échelle, parfois dans d'autres projets communautaires. L'infrastructure a laissé une empreinte durable, moins dans le paysage que dans les pratiques. Dans ce récit, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur.
En soutenant une approche fondée sur l'expérimentation encadrée et la valorisation des compétences locales, il a permis à une initiative concrète de dépasser son objectif initial. Le projet ne se réduit pas à une prouesse technique, il devient un repère narratif, auquel se rattachent des notions de responsabilité, d'autonomie et de capacité d'agir. Une phrase s'impose alors, simple et dense. La contrainte peut devenir une école de souveraineté. Elle résume l'esprit du pont sans l'idéaliser, en rappelant que chaque réussite reste conditionnée à l'effort collectif qui la soutient. Le pont en pneus usagés invite à une lecture plus large que celle d'un projet réussi. Il pose une question de méthode, presque civique. Que se passe-t-il lorsque des communautés cessent d'attendre des solutions clés en main et choisissent d'expérimenter, d'apprendre et d'ajuster collectivement? Cette expérience suggère que l'innovation ne naît pas seulement de moyens exceptionnels, mais d'une capacité à organiser l'existant avec rigueur et responsabilité. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'ériger des ponts partout, il est d'observer comment une initiative locale a été pensée, testée, critiquée, puis améliorée. Partager cette histoire, en discuter calmement et comparer avec d'autres contextes permet d'enrichir le débat public sur les infrastructures, l'autonomie et la résilience. L'échange d'idées devient alors une forme d'action, au même titre que le chantier lui-même. S'engager peut aussi rester modeste, valoriser la formation technique, soutenir des projets communautaires ou simplement demander comment les décisions sont prises et mesurées. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils nourrissent une culture de responsabilité collective. Le pont rappelle enfin que chaque transformation commence par une question posée au bon moment. Et vous, quelle contrainte autour de vous pourrait devenir un point de départ plutôt qu'une limite ?